Bonsoir. Le prix de la baguette de pain va-t-il augmenter? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et à quoi faut-il s'attendre pour les consommateurs? C'est le petit débat du jour. Et ce sera l'occasion également de poser toutes les questions sur nos pages des réseaux sociaux où vous nous suivez. On parlera de défis de la désertification et de la sécheresse en Côte d'Ivoire. Eh bien, pour en parler, nous serons en compagnie du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Luc Assy. Analyse pertinente et débat constructif. Et ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nouvelle semaine, hein, nouveau parcours, nouvelle aventure, nouveau grand moment de télévision ce soir, avec le live talk et surtout mes amis autour de cette table. Et quand je dis mes amis, eh bien, il y a la charmante et très pertinente Rihanna Assy. Bonsoir Rihanna, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci. Bien votre week-end? Ça va, il le tient? Très bien, très reposant comme week-end. On a eu le temps d'écrire, parce que je ne vous cache pas que je suis en train d'écrire un livre. Ah, on attend ça. Très bien, merci beaucoup. On attend ça. André Bois, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir Rihanna. Vous êtes dans le secret des dieux concernant mon œuvre. Oui, c'est vrai que c'est un livre. Je ne veux pas inventer un secret. Si je disais que le livre s'appelle Non. Non, n'en parlez pas. De peur qu'on nous le... Brice, gare à toi hein, s'il n'y a pas mon nom dedans. Ouais. Rassurez-vous, pour les noms, il y a une centaine de noms en dédicace. Donc vous commencez le livre. Si chacun achète un livre, ça fait une bonne fortune. Élisée Bolougoué, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va très bien. Vous, votre week-end, il était... Il était bien, il était tranquille, il était reposant, à la fois aussi légèrement un peu festif, et puis sans oublier la note spirituelle avec le dimanche d'adoration à Dieu. Reposant, à la fois un peu festif, voilà, avec la note spirituelle. C'est pas mal hein, pour un week-end. C'est du Élisée Bolougoué. On dit bonsoir à tous nos téléspectateurs, à toutes ces personnes-là qui nous suivent. À travers donc l'Afrique et le monde, hein, vous nous regardez donc au Mali, au Sénégal, à Ouagadougou, au Burkina, vous nous regardez au Niger, en tout cas. Tiens, ça me rappelle une pub au Sénégal, au Mali, au Niger et au Togo. En tout cas, dans toute l'Afrique, on vous dit bonsoir. Et j'ai parlé du monde parce que vous êtes très nombreux à nous regarder sur nos pages des réseaux sociaux. Bon, on a fait toutes les salutations d'usage, notre petit débat. Des propositions de nouvelles baguettes de pain et de prix qui ont été, des propositions qui ont été faites par les organisations patronales de boulangers en Côte d'Ivoire. Allons-nous vers une augmentation du prix de la baguette de pain dans notre pays? C'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose, qu'on continue de se poser. Est-ce que vous pensez qu'André, c'est une question d'actualité? Permettez-moi l'expression, c'est une question qu'on doit se poser là maintenant. Oui, mais la question n'a jamais quitté le débat public, hein, s'agissant de la volonté des boulangers d'augmenter donc le prix de la baguette de pain. Mais en même temps, je suis un peu étonné parce que je pense que dans une boulangerie, les différentes baguettes, parce qu'il y a plusieurs types de baguettes, n'ont pas le même prix. Il y a une baguette qui est, on va dire, dont le prix est réglementé en fonction justement du poids. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Du poids du pain. Voilà, du poids du pain. Voilà. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc je pense que c'est d'actualité. On connaît la situation avec les raisons exogènes. Hein, deux pays qui sont d'importants producteurs de céréales au monde, qui s'affrontent forcément. Ça crée des pénuries et donc c'est le blé, c'est ce qui fait même la base du pain. Donc je ne suis pas très étonné. Du coup, la balle est dans le camp des gouvernants, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme modèle pour satisfaire la consommation des Ivoiriens et aussi pour garantir la survie d'un certain nombre d'entreprises. André disait, Élisée, que la question n'avait jamais quitté le débat public. Pourquoi je peux être en train d'imaginer que les personnes qui souhaitaient augmenter le prix du pain profitent là d'une brèche, d'une faille, d'une occasion? Bon, je ne parlerai pas de profiter, je parlerai de la réalité du terrain. Je pense qu'à un certain moment, il faut sortir un peu de l'émotion et puis voir les choses de façon concrète et les apprécier à leur juste valeur. On ne fait pas de déception à travers le monde. Aujourd'hui, la question de la crise en Ukraine, nous sommes tous conscients de ce que ça crée, vu que la Russie était un des plus grands exportateurs de blé, des producteurs de blé.
On sait aujourd'hui même que, même dans les économies occidentales, aujourd'hui, la question même du pain, la question du blé est devenue cruciale. Donc, pourquoi nous, on devait faire l'exception? Ce n'est pas possible. Parce qu'on n'est pas, d'abord, on n'est même pas producteur de blé, on est importateur de blé, qui est la matière première du pain. Donc, sur cette base-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dépatisse de toute forme d'émotion et qu'on voie la chose de façon réelle. En plus, il ne faut pas qu'on perde de vue une chose, la baguette de pain, avec le grammage qu'il a jusqu'à présent au prix de 150. Mais ça, c'est un prix qui date de 2006. 2006 à aujourd'hui, on est à combien d'années? Ça nous fait pratiquement, je dirais, 15 ans que la baguette de pain est restée standard. Et les boulangers, depuis plusieurs années, ne cessent d'interpeller les pouvoirs publics, ne cessent de rappeler la souffrance dans laquelle ils sont, dû au fait que les intrants, entre-temps, ne sont pas restés statiques, les coûts ont augmenté. Donc c'est une réalité. C'est-à-dire, arrivé à un moment, nous sommes tous des consommateurs de pain, mais après, on ne peut pas le vu que ceux-là aussi qui produisent le pain, ces industriels-là, sont quand même des opérateurs économiques qui ont la nécessité de faire des chiffres d'affaires. Mais si on doit, ce sont pas des philanthropes, ils ne vont pas passer leur temps à nous servir du pain alors qu'ils sont en train d'aménuiser leur économie, ce n'est pas possible. Donc, arrivé à un moment, il faut qu'on comprenne. Maintenant, comme je le dis toujours, on est dans une société de consommation, une société libérale. Moi, aujourd'hui, j'estime pour ma part que l'augmentation du pain peut-être ne fait pas mon affaire. Mais j'oriente mes habitudes alimentaires, peut-être que je ne prendrai plus du pain, je prendrai autre chose. D'accord, je vais poser la question à un moment de la population, tout à l'heure, Rihanna. Mais vous parlez de quelque chose, je vous garde 30 secondes, disait Bouloubeu. Vous disiez que la Côte d'Ivoire n'est pas l'exception. Est-ce que vous avez peut-être l'impression que le prix du pain, à cause de ce que vous avez évoqué, aura augmenté dans l'ensemble des pays de la planète? Mais avant même qu'on ne parle même de l'ensemble, le constat il est général. C'est-à-dire pour ceux qui suivent l'actualité aujourd'hui, vous verrez que la question même liée, pas seulement au pain, mais à toutes les matières premières qui utilisent le blé, voilà, aujourd'hui, connaissent une augmentation à travers le monde. Ça, c'est une réalité. C'est peut-être lié à ça. Mais avant même ça, si on fait une comparaison, c'est vrai, comparaison n'étant pas raison, mais si on fait une comparaison même par rapport à des pays autour de nous, en Afrique ici, on remarquera que de 2006 à 2022 aujourd'hui, le pain a sensiblement augmenté dans plusieurs pays, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Donc, je crois qu'à un certain moment, c'était une évidence qu'on allait y arriver. C'est quand est-ce qu'on devait y arriver qui était pour moi la problématique. Mais aujourd'hui, les boulangers nous ont présenté la situation et ce qu'ils évoquent aussi mérite d'être entendu. André, vous gardez la question. Hein. Est-ce qu'on va y arriver? Vous gardez la question tout à l'heure. Je me tourne vers Rihanna. Tout ça, c'est bien. Il y a des explications, des raisons endogènes, exogènes et tout. Mais dans tout ça, il y a nous, la population. La population. Donc, en tant que maman de la population, non, je rigole. Déjà, il faut saluer le fait d'avoir pu trouver une solution, entre guillemets, qui coupe la poire en deux. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une solution qui dit, bon, on maintient certaines baguettes de pain à 150 puisque c'est ce qui effrayait la population, sauf que le grammage va légèrement diminuer. Est-ce que ça pose un gros problème à la population? J'en doute très fort. C'est encore une mesure... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on joue... Moi, j'ai l'impression qu'on joue avec l'esprit de la population. Non, on ne joue pas avec l'esprit de la population, non. Comme c'est le prix qui vous pose problème, mais on diminue le... Non, mais si on n'a pas le choix, on se retrouve avec des boulangers qui doivent vivre de leur métier, comme on le dit. Mais derrière, ils pensent également à la population. Parce qu'on sait que le pain, quand même, c'est une denrée première, en tout cas dans les habitudes de consommation des Ivoiriens notamment. Et donc là, on propose, on coupe la poire en deux, on dit, bon, si vous voulez qu'on respecte un certain grammage, voici le prix qu'on peut proposer sur le marché, qui est celui de 200 francs. Ceux qui ont le pouvoir d'achat vont pouvoir se procurer ce pain avec ce grammage à ce nouveau prix. Et ceux qui ont moins de pouvoir vont pouvoir se procurer le pain habituel, mais à un grammage légèrement réduit. Donc je trouve que c'est quand même couper la poire en deux et c'est satisfaire d'un côté la population et d'un côté les boulangers. Il n'y a pas d'autre solution, André? Non, il y a toujours une solution. Dans un État organisé, il y a toujours des solutions. Souvent, c'est de recourir aux finances publiques. C'est-à-dire que c'est l'État qui va subventionner plus. Là, l'État subventionne parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les boulangers ne reversent pas la TVA sur le pain, par exemple, de 150 francs. Donc, ça fait que c'est comme s'ils étaient subventionnés par l'État, parce que normalement, ils doivent reverser. Donc, s'il y a une subvention, est-ce que l'État doit augmenter sa subvention pour maintenir justement ce prix? C'est une question qui se pose. Mais la réalité, c'est que, c'est la question de l'inflation. Chaque année, il y a des choses qui augmentent, l'État doit pouvoir réajuster, il y a les loyers, il y a plein d'autres éléments qui montrent que quand même, il y a le niveau de vie aussi qui prend un peu d'épaisseur. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Je pense que oui. Tout va dépendre justement de la volonté du gouvernement d'affronter aussi, parce que c'est une réalité, d'affronter une certaine grogne, parce que le prix n'augmente pas parce que je ne suis pas sûr que
le gouvernement s'en fout un peu, non, parce qu'il se dit, ça peut grogner un peu, et on connaît la crise autour justement du pain, quand on augmente le pain ou le riz, enfin, c'est des produits de première nécessité. Donc c'est au gouvernement de trancher en se disant, bon écoutez, soit je maintiens le grammage et le prix pour une catégorie de la population. De toute façon, c'est ce qui existe aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui, eux, ils n'achètent pas la baguette à 150 parce que, bon, ils préfèrent comment on appelle, du pain de mie complet, du céréales complet. Enfin, voilà, chacun essaie de faire en fonction de ses moyens, comme elle a si bien rappelé. Mais il y a une réalité, c'est que le gouvernement, lui, doit gérer, tout en prenant en compte les éventuelles plaintes ou crises qu'il peut y avoir autour, justement, de ce prix-là. Donc, la question, je ne peux pas vraiment vous répondre. Est-ce qu'on va y arriver? Élisée Bolugbe, next step, c'est quoi? Des rencontres sont prévues, sont en vue Ben oui, les échanges déjà, comme l'expliquait Ryan, a abouti à ce que les négociations, je dirais, avec les producteurs de pain et les boulangers, disons, et le gouvernement a abouti à, je dirais, cet accord qui fait qu'on maintient les 150, mais avec un grammage moindre, où on passe à 200 francs avec un grammage qui sensiblement reste comme celui qu'il était au départ. Pour le moment, c'est là que les discussions sont, et les boulangers ont souhaité que ça soit appliqué dans l'immédiat. Ben, les gouvernants ne sont pas forcément contre, mais ils estiment qu'il faut qu'on se donne une petite période. Vraiment, c'est vrai que c'est des accords sur lesquels on est, mais pour sonder un certain nombre d'éléments, peut-être que c'est dans la perspective aussi de voir dans quelle mesure un certain nombre d'actions peuvent être posées au niveau des pouvoirs publics pour que les effets éventuellement ne soient pas aussi très ressentis par la population. Donc je suppose que c'est ce pourquoi ils demandent certainement qu'on attende un peu. Mais ce que je note, comme André le disait, moi je pense qu'arrivé à un moment, il faut qu'on ait le courage, moi je pense, au niveau des pouvoirs publics, de dire les choses de façon frontale, de façon vraie. On n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont... Il y a une vraie poudre de pain. Il y a des efforts qui sont... Parce qu'on dit, bon, écoutez, vous avez le pain, vous gardez le prix, mais attention, parce que personne ne vient peser le pain quand même à la boulangerie, attention. Non, oui, c'est clair. Et puis, on est sûr quand même, on le dit comme ça, hein, on garde 150 francs pour un certain type de grammage, mais on est quand même sur une forme d'augmentation. Hein, c'est de l'augmentation. Je veux dire, pour le grammage normal, on est passé à 200 francs. Et là, on a un nouveau type de pain qui a un grammage moindre, mais qui, lui, a gardé le prix de 150 francs. Donc, on est sûr de l'augmentation, ça, c'est sûr. Après, comment on présente ça, comment on maquille ça, c'est autre chose. Nous avons reçu il y a quelques semaines ou quelques mois un des il s'agissait du président Amadou Koulibaly de la Fédération interprofessionnelle des patrons. Voilà. Et il disait justement que certains petits malins, déjà dans certaines boulangeries, utilisaient déjà cette technique-là de garder le prix, mais qui avait déjà du pain en... Là, c'est comme tu dis, on n'a pas d'outil de vérification. Parce que ce n'était pas acté. Voilà. C'est une fraude, parce que si on dit que ça doit peser tant, avec la réglementation, puisque c'est un prix qui est homologué quand même par l'État, le faire en dessous et le vendre au prix homologué, ça pose problème. Ça. Mais je pense que là, où je ne partage pas votre avis, c'est que je pense que les boulangers, c'est eux qui proposent ça. Je pense que pour le coup, ils sont honnêtes de dire à l'État, écoutez, nous on veut bien toujours garder, voilà, parce que pendant notre business, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une telle solution? Moi, je crois que l'État aussi doit regarder ça et puis voir ce que ça lui coûte, justement, de maintenir. Mais il peut leur dire, bon, maintenez le grammage sur les 150 et faites un truc à 200, mais derrière, moi, l'État, je vais subventionner un peu plus. Et puis là, eux-mêmes, dans leurs documents, justement, ils parlent de la DGI, il y a tous ces éléments-là. L'État doit jouer sur plusieurs leviers. Il y a les impôts, comment on fait en sorte que, peut-être qu'on leur dit, si vous employez 2-3 personnes en plus, vous n'allez pas payer les taxes sur le salaire, tout ça, ça peut les aider. Parce que quand ils vont rapporter ça à ce qu'ils paient parce que justement le sac de farine a augmenté, ils vont se rendre compte qu'ils récupèrent aussi au niveau de la taxe sur les emplois ou des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qu'on peut regarder. Et puis de toute façon, ce débat, ce n'est qu'une négociation qui porte sur une forme d'homologation, parce que comme tu le disais, quand on rentre aujourd'hui dans une boulangerie, on retrouve toutes sortes de pains avec différents types de grammage et différents types de prix. On a même des mini baguettes de pain à 50 francs, des baguettes à 200 francs, à 300 francs, etc. Donc on est vraiment sur un débat qui porte sur une réglementation. Donc c'est vraiment ça la particularité. On termine avec Bolivie. Oui, moi je pense que ce que je voudrais dire, c'est vraiment l'attention des populations. Il faut qu'on puisse évoluer dans les mentalités. Moi, j'estime pour ma part qu'il faut qu'on évolue dans les mentalités. Les réalités, il y a 20 ans, les réalités, il y a 15 ans ne sont plus les réalités aujourd'hui. Ça, il faut que tout le monde soit unanime à le reconnaître. Il n'y a pas de guerre en Ukraine. D'une manière ou d'une autre. Les réalités ne sont plus les mêmes. Et en fonction des réalités, je dirais les manières de se comporter, les habitudes doivent pouvoir aussi changer.
On doit pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités. Exactement, on doit pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, c'est vrai que le pain reste quelque chose d'indéniable dans nos habitudes alimentaires. C'est une réalité. Mais en même temps aussi, ceux qui le produisent ont des contraintes qui font qu'ils sont obligés aujourd'hui de passer à un certain niveau. Donc, c'est à nous de jauger, nous, en tant que population. Je pense que l'État a fait des efforts. Quand je le dis de 2006, aujourd'hui à 2022, c'est-à-dire pratiquement 16 ans que le prix du pain n'a pas bougé comparé autour de nous. C'est des efforts que les différents gouvernants qui sont succédés ont fait jusque-là. Mais arrivé un moment, il faut reconnaître que le goulot d'étranglement devient un peu fort. Maintenant, nous, en tant que population, moi, si j'estime au regard de mes moyens qu'il devient pratiquement pénible pour moi de pouvoir me permettre de consommer le pain de façon régulière, mais j'essaie de voir à quel niveau j'adopte une nouvelle habitude alimentaire. Mais j'aime le pain, M. Boulou. Mais je suis d'accord. Mais tu es d'accord, c'est normal que tu aimes le pain. Au-delà d'aimer le pain Boulou, il y a le fait que souvent le pain est vraiment le premier produit qu'on peut acheter au regard même du prix. C'est ça aussi, parce qu'il faut voir aussi la situation d'un certain nombre de populations. Le premier produit qu'on peut acheter au regard du prix, c'est-à-dire le pain, il est à 150. 150 oui, mais on mange du garba à 150. Oui, c'est pas on mange le garba à 150, on mange l'article le poisson à 150. Le matin, dans beaucoup de familles, il y a longtemps que ça commence à devenir bizarre. Je vous vois servir du pain à Poupouna le matin, enfin du garba le matin à Poupouna, voilà à l'école. Non, mais si je ne peux plus payer le pain à Poupouna, mais j'adopte une autre attitude à Poupouna. Non, mais vous n'allez pas lui donner le garba le matin. C'est pas ce que je suis en train de dire fondamentalement. Ce que je dis et sur lequel j'insiste, c'est que si je ne peux plus offrir du pain, comme il le dit à Poupoune les matins, mais j'essaie de voir quelle autre compensation je peux avoir. Non, mais c'est une réalité, André. On ne pourra pas. Mais c'est pour ça que vous dites que vous parlez en plus d'une habitude alimentaire qui est inscrite dans les gènes des gens depuis de nombreuses années. Donc, du coup. Non, mais je pense que ce que Élisée veut dire, c'est qu'à un moment, la population n'a pas aussi d'autre choix que de s'adapter à une forme d'évolution. Parce que les coûts vont évoluer. Ça, c'est valable pour tous les types de produits. Donc, c'est vrai qu'on est sensiblement sur un produit, comme tu disais, de première nécessité. Mais je pense que c'est un changement d'habitude. Si je consommais une baguette, si je n'ai plus les moyens de consommer une baguette, je vais consommer la mini baguette de pain qui est à 50 francs. On va retenir que tout le monde doit faire un effort. Voilà. Je crois que ça nous met et d'accord. surtout l'État. Vous dites la population, moi je dis l'État. Donc voilà, donc ça c'est tout le monde, André. Tout le monde, c'est tout le monde. Voilà. L'État, la population, les boulangers et tout le monde, surtout Poupoune. Allez, notre vue lui entendue, c'est maintenant. Qu'on en rediscute de ce prénom, André. Notre vue et entendu ce soir est un élément vidéo récupéré sur les sites d'information, sur un site d'information qui montre le rapatriement de ressortissants nigériens depuis le Sénégal vers leur pays d'origine. On regarde. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de 600 personnes, dont de nombreux enfants. Cette mesure intervient après la diffusion d'un reportage montrant les conditions de vie de ces personnes sur une chaîne de la télévision sénégalaise, puis largement diffusée sur les réseaux sociaux. En plus de cet avion, un autre vol de rapatriement est attendu à l'aéroport de Niamey. Il y a quelques jours, le président nigérien Mohamed Bazoum avait demandé une réunion sur le phénomène de la mendicité. Oula, on peut dire que ces images qui sont assez dures, hein. Ce sont les images de nos confrères d'Africa News, hein, je précise. C'est dans la nuit donc, du vendredi 25 mars 2022 au samedi 26 mars, avec un premier vol donc déjà qui comptait près de 580 personnes, dont de nombreux enfants quittaient Dakar, pour l'aéroport de Niamey. C'est un vrai phénomène, Rihanna, vous m'en parlez. Non, c'est un réel phénomène et c'est vrai que là, on est vraiment concentré sur le cas de Dakar, mais c'est vrai qu'on le remarque même dans les rues d'Abidjan. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en Afrique. Il y a même je n'ai envie d'accuser personne, mais on le sait, il y a des trafics donc de mendiants, il y a de la traite. On fait venir des enfants, des mineurs, pour leur faire mendier et prendre des recettes là-dessus. Bon, c'est très connu, donc le gouvernement nigérien essaie un peu de mettre la main sur ses ressortissants et c'est l'action qui est en train d'être... Alors, de ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, on constate des conditions de vie de ces personnes-là assez difficiles, donc on décide d'abréger ou bien d'alléger leur souffrance, je veux dire ça comme ça. Oui, mais surtout de protéger les enfants qui sont avec, parce que la vraie réalité du phénomène, il faut le dire, c'est que les gens vivent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Parce que le constat qui a été fait, c'est que c'était pas possible
Et donc, et le Sénégal, et ça c'est ce qui est intéressant, et le Sénégal, le pays d'accueil, et le Niger sont d'accord qu'il faille arrêter cette situation. Donc, on est sûr déjà des gens qui ne vivent pas bien, et puis la réalité, parce que là on parle de presque 1000 personnes. Là. Bien sûr, bien Donc, il y sûr. a un vrai trafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme hier, on pouvait prendre des gens pour aller travailler dans un pays, là c'est comme si on partait travailler alors qu'on va mendier. Donc voyez-vous, Non, parce qu'il y en a qui en ont fait un vrai boulot. oui, mais vrai là, c'est job. le cas. C'est le cas. Et le vrai boulot, justement, c'est que si moi, je vous prends pour aller mendier dans un pays, ben, j'attends un pourcentage. C'est ça que le trafic devient chose. Il y a une exploitation d'êtres humains. Donc là, je pense que les deux États ont très bien réagi d'arrêter ça et d'avoir identifié les ressortissants. Parce que moi, ce que j'aurais pu craindre, c'est que c'est des gens qu'on utilise comme ça, qui pourraient être des apatrides s'ils ne déclarent pas leur nationalité. Là, on sait qu'ils sont des Nigériens. Et donc, on les transporte au pays. Et je pense que c'est une opération qui ma foi, est réussie. Est-ce que c'est une opération qu'on peut étendre sur d'autres pays? Exactement. notamment Oui, c'est ça. C'est à là que Je suis un bon journaliste, rassurez-vous. Non, c'est une bonne question. C'est à là que c'est à là que je voulais arriver. Je pense que peut-être que c'est ce qui s'est passé avec le Sénégal et le Niger doit certainement être inscrit à l'ordre du jour. Tout à Je fait. dirais dans un premier temps de l'UEMOA, dans l'espace UEMOA, et puis Mais peut-être après, est-ce au qu'il niveau n'y de a, la pas CEDEAO. une question de dimension? Parce que je veux dire, là, on a vu quand même qu'ils sont très nombreux dans ces pays-là, mais après, dans d'autres pays, c'est à une échelle moindre. Même C'est Oui, bon mais que même je si peux- c'est- pour si- en si arriver c'est à une être aussi échelle- nombreux, ça a commencé petit. Hein. Même si c'est une échelle moindre, déjà la nature de l'acte, le fait en lui-même n'est pas normal. C'est-à-dire ça déjà, c'est pas bon. Même si c'est 2 ou 3 êtres qui sont victimes de trafic et à qui qu'on soumet par exemple à la mendicité, c'est déjà suffisant. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit des milliers. ça. C'est Mais déjà qu'est-ce que- suffisant. Mais qu'est-ce que vous faites des mendiants locaux? Enfin, Non, mais les mondiaux locaux, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics, de pouvoir faire ce qu'il y a à C'est faire un autre vis-à-vis de débat. ça. Mais déjà, si on peut déjà départir et puis trouver dans le cadre de la collaboration sous-régionale des mécanismes pour que ces genre de choses-là s'arrêtent, il faut qu'on le fasse. Moi, j'estime que ce n'est pas gratifiant. Ce n'est même pas un honneur pour les pays eux-mêmes qu'on ait des situations comme ça. Et pour C'est les pas deux normal. pays concernés, parce que pour le Niger, ça va être donc l'image de son pays qui est renvoyée au Sénégal, et pour le Sénégal, ça va être son indice de pauvreté même qui prend un coup, alors qu'il ne s'agit même pas de ses ressortissants. Donc les deux pays y voient des intérêts en tout cas à mais après, c'est remédier à leur ça. condition de vie d'ailleurs qui est Non, mais c'est- déplorable. Moi, je suis d'accord. difficile. Moi, c'est surtout ça, parce que n'oublions pas que, je ne sais pas, s'il y avait 1000 Nigériens qui étaient à Dakar le matin, ils se levaient, ils allaient au port, ils travaillaient. C'est ça. la CEDEAO, c'est la libre circulation, l'UEMOA, tout ça, ça ne poserait pas problème. Donc déjà, le Sénégal, même, on constate des conditions de vie extrêmement déplorables. Et puis quand on voit les conditions dans lesquelles ils sont arrivés là, donc c'est tout ça qui fait que ça ne nous honore pas de voir Mais ça. bien sûr. Donc moi, je pense que la réaction, elle est bonne. Mais sur votre question d'étendre, c'est vrai, il faut essayer de prendre les questions à bras le corps. C'est ça. Mais attention à ne pas faire des abus. C'est ça qu'on peut craindre. C'est ça. C'est-à-dire que c'est jamais honorable de voir des gens mendier, tout ça. Mais ça souvent aussi correspond aussi à des situations difficultueuses, pour emprunter l'expression à quelqu'un. Donc ça fait qu'à un moment, il faut qu'on ait aussi une solution qui n'est pas toujours le bâton. Parce que moi, la question que Voilà. j'allais me poser, quand on fait venir 580 personnes du Sénégal pour dire, bon, écoutez, vous, permettez-moi l'expression, bon, je ne vais même pas l'utiliser, Retournez, les rues de Dakar, donc on vous ramène chez vous. Mais ces personnes-là, quand elles arrivent chez elles, elles font quoi? Qu'est-ce qu'on en Mais fait? c'est intéressant, juste je vais vous donner un indice. Là, quand je lisais l'article, il y a un Nigérien qui dit, écoutez, bon, nous sommes revenus, on va prier. Non, carrément, c'est ce qu'il dit dans l'article, on va prier, on espère que Dieu va nous aider. Donc c'est pour dire, vous voyez la détresse des gens, c'est pour ça que je disais, n'utilisons pas que le bâton. Je pense que il y a des gens qui... Il y a une mendicité à Parce la que fois la excessive. crainte qu'on peut avoir, c'est que, bon, alors c'est fermé du côté du Sénégal, on ne sait jamais. Parce On qu'il y a peut une porte commencer- ouverte vers... oui, vers Mais d'autres c'est là où pays. Je suis interviennent votre les regard, pouvoirs hein. publics, C'est comme le le cas de disait le dire. Élisée. C'est là où interviennent les pouvoirs publics. Quand C'est on ça. mène une action comme C'est ça la de responsabilité rapatriement, de- c'est que derrière, on a une politique, enfin je l'espère, Voilà. à long terme. C'est-à-dire qu'on prend à bras le corps le problème, on ramène déjà nos ressortissants et on trouve une politique pour s'en occuper, C'est ça. pour en tout cas subvenir d'une manière ou d'une autre à cette... parce que c'est une forme de misère également. Je On pense termine que, avec vous. oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face à un bris. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics, des États, de trouver des solutions aux problèmes de leurs concitoyens. Ça, c'est comme ça. Les pouvoirs publics ont cette responsabilité. Donc, que le Sénégal est identifié avec le Niger, des ressortissants nigériens qu'on les ramène au Niger, c'est ce qui est de plus normal. Ce qui sera de leur avenir, ce qui sera de la suite,
émane de la responsabilité des autorités nigériennes. Et ça, c'est normal. Ça, c'est vraiment pas... C'est pas une situation qui doit véritablement être au cœur des Non, débats. mais ce que Rien n'a dit, c'est avec ça qu'on va terminer. On espère juste qu'on n'a juste pas pris des gens C'est ça. sortis Pour d'une les ramener situation, et pour les juste mettre les dans une laisser comme situation ça. identique. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est ça, on Clair. espère. On est d'accord On est qu'il tous faut, d'accord. mais il ne faut pas que souvent, comme ça a été vu malheureusement dans certains cas en Afrique, c'est quand les problèmes arrivent qu'on cherche des solutions. Pour dire, ils sont là maintenant, on dit, bon, on fait quoi d'eux? Ça veut dire, C'est quand ça. on avait pris la décision de les faire venir, on avait déjà prévu quelque chose pour pouvoir s'en occuper. Et comme les gens ont toujours envie d'aller, comme vous dites, la porte ouverte, parce qu'ils ont toujours, ils espèrent, l'espérance, ils iront dans un autre pays qui est plus ouvert. Donc c'est là où l'UEMOA doit travailler ensemble, comme vous le dites, pour adresser la question. Très bien, suivez notre regard. Notre invité, l'invité du talk, tout à l'heure, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Louis Cassis, c'est juste après ça. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Merci d'être en notre compagnie et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à présent. L'invité du Talk est avec nous. Je vous le disais, notre invité ce soir est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Louis Cassis. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Merci d'être en notre compagnie. On va lire globalement depuis, on va choisir la date du 13 avril, parce que depuis le 6 et le 13, on va choisir donc le 13 avril 2021. Vous êtes le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. La première question, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les Ivoiriens sont beaucoup plus concernés par les questions d'environnement et de développement durable, monsieur? Merci donc de me donner l'occasion donc de parler de l'environnement ce jour. Ce que vous devez savoir, les Ivoiriens doivent savoir, c'est que l'environnement est devenu une question essentielle dans le monde entier. Et donc la Côte d'Ivoire ne peut pas rester donc, à l'écart de cela. C'est pour cela il faut que les Ivoiriens s'approprient donc, de tous les dispositifs environnementaux qui devraient permettre donc d'adresser la question. Alors, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau du gouvernement, nous avons regardé donc, la question environnementale et il y a beaucoup de problèmes environnementaux en Côte d'Ivoire. Je vais vous relancer là-dessus, monsieur le ministre. D'abord, c'est quoi les attributions d'un ministère de l'Environnement et du Développement durable? Ils voient plein de portefeuilles ministériels, ils se disent, bon, c'est quoi en fait? Vous êtes chargé de quoi? Après, on dira, parce Merci. que c'est ça un petit regroupé, Oui. assainissement, après on a entendu, bon, enfin, Merci donc. On va bien s'expliquer. Ouais, merci donc pour cette question, parce que vous savez, l'Ivoirien lambda aujourd'hui ignore ce que c'est que la question environnementale. C'est vrai, on parle du ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Il est important pour nous de dire aux Ivoiriens que tout ce qui se passe, tous les projets donc, qui permettent donc d'adresser toutes les questions, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan de l'agriculture, toutes ces questions ont un volet environnemental. C'est ça. Et donc l'environnement aujourd'hui se positionne au centre de tous les débats. Alors, au niveau du ministère, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il s'agit donc d'améliorer donc le cadre. Ça revient à partir donc des problèmes environnementaux, on revient donc à la politique du gouvernement en matière environnementale. Alors, il s'agit d'améliorer donc le cadre institutionnel et réglementaire. Vous savez, il y a un code de l'environnement qui existe depuis longtemps. Compte tenu donc du nouvel environnement donc, qui adresse les questions donc, climatiques, le code de l'environnement est en révision. Et nous avons donc révisé donc, ce code de l'environnement pour tenir compte donc, de ces nouvelles données. Au niveau du ministère, il y a aussi la préservation de la biodiversité. Oui. Donc, nous nous chargeons aussi de préserver la biodiversité. Parce que le rôle premier donc, du ministère de l'Environnement, c'est de lutter contre la pollution, de protéger les Ivoiriens contre la pollution. Et donc, pour protéger les Ivoiriens contre la pollution, il y a un certain nombre de mesures à prendre. D'où les réformes que nous avons engagées donc, au niveau de notre ministère. Notamment, donc, vous savez, il y a ce qu'on appelle les déchets dangereux. Il y a des déchets dangereux qui nuisent donc, à la santé des Ivoiriens. Peut-être que les gens l'ignorent. Tout ce qui est déchets médicaux, tout ce qui est déchets, les huiles usagées par exemple. Vous savez,
Vous allez dans un garage, vous voyez, les gens versent les huiles, etc., partout. Ils versent même dans la lagune, dans les eaux. Donc, c'est la pollution des eaux. Et ça, vous voyez les déchets plastiques qui foisonnent donc, au niveau, au niveau donc, de nos eaux. Et tous ces actes que les hommes posent contribuent donc à dégrader véritablement donc, l'environnement. Très bien. Et justement, quand vous parlez de tous ces actes que les hommes posent, ça montre que la responsabilité est partagée, pas qu'avec le ministère, mais aussi avec les populations. Quelle sensibilisation concrète est faite envers les populations pour que ces populations prennent leurs responsabilités également et comprennent même leurs responsabilités? Oui, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la responsabilité est partagée. Mais beaucoup plus la responsabilité des populations. Mais comment est-ce que vous sensibilisez ces populations? Nous avons un département donc, qui adresse donc, toutes ces questions de sensibilisation, d'éducation. Quelquefois, donc, nous menons des activités, des actions au niveau des écoles pour sensibiliser dès le bas âge déjà les élèves à la question environnementale, à protéger l'environnement. Donc, cet aspect donc, de sensibilisation est très, très accentué au niveau donc, du ministère. Nous avons un département qui s'occupe véritablement de cela, qui fait la sensibilisation et l'éducation des populations. De façon très concrète, tout à l'heure vous avez parlé de biodiversité et tout ça. Bon, pour certains de nos téléspectateurs qui nous regardent, de façon très concrète aujourd'hui, Monsieur le ministre, bien avant, quand on évoquait les questions d'environnement, on parlait de la couche d'ozone, à un moment donné, c'était des questions qui nous touchaient. Mais de ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, est-ce que de façon très concrète, ça prend en compte aujourd'hui forcément l'environnement, on va parler de cette fameuse couche dans les airs, dans les eaux, sur la terre, les gens qui jettent les déchets. C'est tous ces aspects-là aujourd'hui que votre ministère a en charge. Est-ce qu'on est... Bien sûr. Très bien. Bien Je voudrais sûr. que ce soit très clair dans la tête. Mais quels sont les plus grands défis auxquels fait face ce ministère? Quels sont nos plus grands défis environnementaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, Les écoutez... dangers qui guettent notre environnement, c'est ça? Oui. Les plus gros dangers qui guettent notre environnement. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, de par les actions des hommes, nous avons une dégradation continue donc, de l'environnement qui est due non seulement par les hommes, mais aussi par les changements climatiques. Mais qu'est-ce qui provoque les changements climatiques? Ce qui provoque les changements climatiques, c'est les actions des hommes. Lorsque vous coupez les arbres, parce que la déforestation est une cause de la dégradation donc, de l'air, de la dégradation du sol, des sols. Et donc, il y a la déforestation, il y a un certain nombre d'éléments donc, qui contribuent à dégrader donc, l'environnement. Ça tombe très bien que vous en parliez, vous parlez de couper des arbres. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes donc au centre d'une action ou des différentes actions de nombreuses personnes. Quand les gens décident, par exemple, dans un quartier, de couper des arbres, est-ce que vos services sont, par exemple, consultés pour dire, bon, on va couper des arbres aujourd'hui, c'est vrai que ça va rendre la commune très belle, mais attention, ça risque d'avoir des conséquences sur l'environnement. Est-ce que vous avez ce genre de consultation? Justement, c'est ça. Est-ce que le code de l'environnement, vous en avez parlé, il évolue, mais est-ce qu'il prend en compte justement la vie concrète des populations? C'est-à-dire qu'il y a des gens chez eux pour dire, bon voilà, quel intérêt on accorde à un arbre qui est dans une rue quelconque, etc. Est-ce que tout ça, c'est des éléments sur lesquels vous êtes sur les gros agrégats, la pollution, les usines qui dégagent, est-ce que c'est ça? Ou bien c'est des choses beaucoup plus concrètes comme ça, comme il dit Brice? Oui, c'est des choses beaucoup plus concrètes. Vous savez, le Code de l'environnement prévoit tout ça. Lorsque vous coupez un arbre, logiquement, vous êtes en faute. Vous êtes en faute lorsque vous coupez un arbre. Un arbre qui se retrouve dans un environnement sain, lorsque vous coupez cet arbre-là, vous êtes en faute. Et donc, le Code de l'environnement prévoit des dispositions dans ce domaine-là. Très bien. Les coupeurs d'arbres sont... Oui, ils sont prévenus dans nos quartiers, ceux qui aiment couper les arbres. Oui, écoutez, lorsque vous coupez un arbre, vous réduisez la vie des populations donc, qui sont donc, dans cet environnement. Maintenant, Monsieur le ministre, moi je suis intéressé par quelque chose. C'est vrai que vous avez parlé de la sensibilisation. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation est suffisamment faite au point aujourd'hui de passer à une autre étape qui est peut-être l'étape de la répression? Parce que, je prends un exemple simple. En Côte d'Ivoire, ici, on a voté des lois, par exemple, sur les déchets plastiques, qu'on ne devait pas vraiment les jeter et tout ça. Il y avait une série, même les fabriquer.
Mais on se rend compte que quelques années après, les sachets sont encore dans la circulation, continuent d'être. On a donc l'impression qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Est-ce que la sensibilisation a été suffisamment faite au point où aujourd'hui on peut passer d'une étape de sensibilisation à la répression? Au point que certains se demandent est-ce que la loi est toujours en cours, toujours en Oui, vigueur. bien sûr, la loi est toujours en cours. Vous savez, quelquefois, quand on prend des lois, effectivement, l'application, il y a des éléments donc, qui font que l'application est difficile. C'est ça. Mais à un moment donné, il va falloir passer donc, à la répression. Ouais. C'est ça. Il va falloir passer à la répression pour régler donc, toutes ces questions. Parce qu'on on ne peut pas être dans un pays et ne pas respecter donc, les règles. Quand vous allez donc, dans d'autres pays comme le Kenya, comme le Rwanda, mais vous êtes émerveillés. Vous êtes émerveillés par la verdure donc, de la ville. Et donc, à un moment donné, la Côte d'Ivoire doit donc s'approprier donc, de cela. Et le code environnemental doit être mis en œuvre. C'est ça. Doit être effectif. Et c'est ce que mon département ministériel compte faire dans les jours à venir. Et parlant d'action, un de vos plus grands combats, c'est la pollution de l'air, donc la lutte contre la pollution de l'air. Quelles actions concrètes avez-vous menées à ce jour pour lutter contre ce phénomène? Allez-y. Concernant la pollution de l'air, vous savez... Déjà, monsieur le ministre, vous allez parler des solutions, excusez-moi, je vais revenir à la question, mais qu'est-ce qui constitue, parce qu'elle disait tout à l'heure, Rihanna, que c'est un de vos plus gros chantiers, mais qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose de très important comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens prennent moins au sérieux cette question-là, de façon très concrète? Est-ce qu'aujourd'hui les gens continuent de faire des feux, ou bien qu'est-ce qui se passe avec la pollution de l'air en vrai, pour que ce soit un de vos... Pourquoi est-ce que c'est une priorité pour vous? Sachez que l'Ivoirien lambda, effectivement, n'a pas encore conscience que jeter donc un papier dans la rue, ça a des conséquences énormes. Jeter un sachet plastique dans la rue, ça a des conséquences énormes. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Et donc, mon département ministériel va s'atteler donc à accentuer donc la sensibilisation. Maintenant, dans toute chose, lorsque vous accentuez la sensibilisation et qu'à un moment donné, les gens sont sourds à la sensibilisation, il est important qu'on passe donc à la répression. Et qu'on applique strictement et sans strictement la loi. Parce qu'il y a une loi et la loi sur le code de l'environnement est claire là-dessus. Mais sur la pollution de l'air, quelles actions concrètes ont été menées à ce jour pour lutter contre ce fléau? Bon, parce que là, vous avez le SIAPOL, qui est par exemple sur votre département. Est-ce que l'organisme agit vraiment très puissamment pour justement contrôler les pollutions, même si c'est des pollutions de l'air ou des pollutions de l'eau? Oui. Vous savez, je le disais tout à l'heure, toutes les entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire et qui émettent donc des gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre, toutes ces entreprises sont logiquement, il y a un certain niveau d'investissement qui doit être réalisé pour atténuer donc, la pollution de l'air. Je retiens que vous avez dit qu'ils doivent être. Donc ils ne sont pas totalement faits, ou pas encore. Ils ne sont pas totalement faits. C'est important. Parce que vous constatez avec moi que lorsque vous allez donc, dans certaines agglomérations, dans certaines localités, vous voyez des usines en plein milieu donc, de la ville qui dégagent donc des gaz. Mais il y a un certain nombre d'investissements avec le contrôle du SIAPOL. Le SIAPOL donc, émet des mesures, que ces entreprises doivent mettre en œuvre. Mais généralement, ces entreprises essaient de s'échapper. Mais le SIAPOL, il y a les dispositions, au niveau des dispositions donc, du Code de l'environnement, le Code de l'environnement prévoit que toute personne, physique ou morale, donc, qui est en dehors donc, des dispositions du code électoral, du code de l'environnement, est sous l'effet donc des amendes. Et donc le SIAPOL est regardant là-dessus. Et ça, on ne badine pas là-dessus. Et donc il y a beaucoup d'entreprises à qui nous avons donné donc des mises en demeure, des entreprises que nous avons même fermées pour excès donc, de pollution. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, monsieur le ministre, nous avons l'honneur de vous avoir. Depuis un certain temps, quand on entend parler de quelque chose qui, pour moi, est aussi important, et je pense pour les citoyens, de comprendre. Généralement, on entend parler de la COP 15, COP 26, COP 14. En réalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit entendre par la COP?
Là, on nous informe que la Côte d'Ivoire abritera la COP 15 du 9 au 20 mai prochain. Qu'est-ce que c'est, effectivement? Alors, comme le nom l'indique, bon, il y a beaucoup de gens, on parle de la COP, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. La COP, c'est la conférence des partis. Et cette conférence des partis réunit 196 pays, plus l'Union européenne, donc ça fait 197. Les partis qui ont signé donc, cette convention, c'est 197 pays. Alors, les discussions ont porté essentiellement sur la diversité biologique, sur le climat et la désertification. Donc, il y a 3 conventions qui ont été signées à Rio de Janeiro, au Brésil. Alors, la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée donc, par la Côte d'Ivoire en février 1995. Et ça, c'est la conférence des parties sur la biodiversité. L'année dernière, cette conférence s'est déroulée donc, en Égypte, qui n'a rien à voir avec la COP qui va être organisée en Côte d'Ivoire. Très bien. Okay. Il y a la COP sur le climat, qui a été organisée à Glasgow l'année dernière, à Glasgow, sur le climat. Qui a sa 26e conférence. Qui a sa 26e édition. Et il y a la COP sur la désertification. Et cette COP s'organise en Côte d'Ivoire. L'année dernière, elle est organisée chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et il y a 2 ans de cela, ça a été organisé à New Delhi, en Inde. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a 3 COP. Et donc, quand les gens font la confusion de COP 15, COP 26, COP 14, etc., il y a une confusion. Celle qui va être organisée en Côte d'Ivoire, c'est la COP 15 qui concerne la désertification et la sécheresse. On aura l'occasion de donner les détails de cette organisation de la COP 15 que notre pays, la Côte d'Ivoire, a l'honneur, il faut le dire, d'abriter. Ce sera juste après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Également sur nos pages, nos différentes pages des réseaux sociaux. Je rappelle que ce soir, notre invité est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Luc Cassi. Encore une fois, merci Monsieur le ministre d'être en notre compagnie ce soir, de donner toutes ces explications, ces éclairages donc, sur les questions d'environnement et de développement durable. Alors, on parlait de notre COP, COP 15, il faut le dire. Alors, de façon très concrète, vous avez dit tout à l'heure, c'est une conférence. La Côte d'Ivoire va abriter une grande conférence. Il y aura des pays qui viendront du reste du monde. La Côte d'Ivoire donc va accueillir le reste du monde en matière d'environnement. Et ça donnera lieu à quoi? À des conférences, à des échanges, il y aura des actions de sensibilisation. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne à organiser cet événement? Tous ces détails, Monsieur le ministre. Au fond, il y a quoi au sein de cette COP 15? C'est quoi en fait? Vous savez, la Côte d'Ivoire donc, a accepté d'organiser cette COP pour plusieurs raisons. Très bien. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Alors, lorsque nous avons regardé, on s'est dit, aujourd'hui, les sols qui ont permis à la Côte d'Ivoire à un moment donné de dire que l'économie repose sur l'agriculture, les sols ont commencé à se dégrader. Ils sont en danger. Au point où on ne fait que de l'agriculture extensive. Aujourd'hui, il faut penser autrement. Il faut faire l'agriculture intelligente. Et quand on a fait donc, toutes ces analyses, on s'est dit, la Côte d'Ivoire va organiser donc, cette COP. Tous les experts donc, du monde entier sur la désertification seront en Côte d'Ivoire pour réfléchir donc, sur ces questions. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'au sortir donc, de cette COP, qui généralement, les gens disent que quand on sort d'une COP, c'est fini, bon, les gens viennent, ils prennent leur avion, ils s'en vont. Mais au sortir de cette COP, la Côte d'Ivoire va en tirer profit. Parce qu'il aura un vaste programme qu'on a appelé le Abidjan Legacy Programme, l'initiative d'Abidjan, qui va adresser toutes les questions de dégradation des terres, avec des ébauches de solutions. Et ces solutions-là, des solutions de restauration des terres, pour permettre à l'agriculture de reprendre sa place. Et donc, toutes ces questions vont être adressées dans ce document, qui va être porté par le chef de l'État, qui va faire l'objet d'un programme, un vaste programme jusqu'en 2030, et ce programme va être décliné en divers projets
donc pour adresser la question des restaurations des terres. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous avez dit quelque chose. On reproche des trucs souvent aux COP, on pense qu'ils sont un peu trop, un peu en haut. Très élitiste en fait. Voilà. Est-ce que, justement, il y aura une particularité de la Côte d'Ivoire où, par exemple, aujourd'hui, la désertification qui avance, c'est à Korogo, à Ouangolo, dans nos zones. Est-ce qu'on va avoir le paysan de maïs ou de sorgho qui est là-bas, qui va avoir une place, qui va avoir une table, Pour exprimer une ses place réalités. retable Ah oui, bien ici sûr. à Abidjan? Peut-être ça peut être une particularité. Est-ce que ça, on y pense? Ah oui, bien sûr, bien sûr. La COP, cette COP, il aura donc des thématiques qui vont être développées au cours de cette COP. Il aura des jeunes, il aura le forum des jeunes. Il va y avoir le forum des femmes qui vont s'exprimer parce que vous savez, généralement, c'est les femmes donc, qui font l'agriculture, qui sont des actrices donc, de l'agriculture. Donc ces femmes vont s'exprimer. Elles auront donc des stands pour s'exprimer et pour faire donc, des débats avec d'autres pays. Avec d'autres pays qui ont partagé les expériences exactement. avec ces pays-là. Il y aura le forum des femmes, il y aura le forum des jeunes. Et généralement, vous savez, les ONG sont très associées donc, à ce type d'événements. Donc toutes les ONG qui adressent donc, la question donc, de l'environnement, qui travaillent sur la déforestation, qui travaillent sur les agro-pastorales, etc., seront présents donc, à cette COP. J'ai une question d'un téléspectateur qui nous regarde à Lomé, qui nous dit, c'est vrai, vous parlez de la Côte d'Ivoire, que cette COP-là a des avantages pour la Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'au-delà, c'est une conférence internationale, est-ce qu'au-delà, il y aura des recommandations pour d'autres pays que la Côte d'Ivoire? Ah oui, bien sûr. Vous savez, il y a eu une dernière COP. Il y a eu la COP qui s'est tenue donc, en Inde, à New Delhi. Oui, Il y a eu, chaque pays est venu avec ses problématiques. Et il y a eu donc des résolutions qui ont été prises au cours de cette COP. Mais vous savez, il y a les résolutions d'ordre général, et puis il y a des résolutions spécifiques pour chaque pays. Ouais. Et donc chaque pays devrait normalement mettre en œuvre les résolutions qui ont été prises. Et lorsqu'il y a une prochaine COP, les pays viennent faire le bilan, le point de la mise en œuvre donc, de ces résolutions. Donc chaque pays viendra avec ces résolutions et sur la base des résolutions et des résultats qui ont été obtenus, sur la base des résolutions et des résultats qui ont été obtenus, il aura donc un document global qui va adresser donc la question sur le plan mondial et sur le plan africain. Monsieur le ministre, excusez-moi, c'est tellement important ce que vous êtes en train de dire parce que surtout la thématique qui sera abordée, la désertification. Quand vous-même l'avez bien expliqué que la Côte d'Ivoire est un pays agricole, nous imaginons tout de suite vraiment la portée pour nous de cette conférence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que les préparatifs vont bon train? Parce que c'est surtout ça. Il ne faut pas qu'on accueille tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la réputation quand même de savoir accueillir les grandes rencontres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer que l'organisation se passe très bien et qu'on pourra assister à une grande réunion à la dimension de la réputation de la Côte d'Ivoire? Je souris un tout petit peu, monsieur le ministre, parce qu'Élysée, d'ailleurs, il a quelques réserves concernant l'organisation déjà de la CAN. Donc il s'est dit, si on parle d'une autre organisation, il a vraiment besoin d'être rassuré. 197 pays, ce sont des délégations qui arrivent, il faut les loger. Est-ce que techniquement, est-ce qu'on est prêt pour pouvoir accueillir cette On s'y est bien préparé. Voilà. C'est surtout ça notre inquiétude. Nous sommes à moins de 2-3 mois. Vous savez, lorsque vous organisez un tel événement, jusqu'au dernier jour, vous êtes toujours dans l'organisation. Donc, nous, on estime que à ce stade, nous sommes bien avancés. Nous sommes bien avancés pour accueillir donc, cette COP. Et on peut dire que nous sommes à 60-70% prêts pour organiser donc, cette COP. Donc, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. On va recevoir 5000 participants, 5000 délégués, donc qui viennent entre 4500 et 5000 personnes qui vont venir donc à Abidjan pour l'organisation, pour cette COP-là. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a du monde qui sera là. Donc, ce n'est pas un événement banal, c'est un événement qui va regrouper donc 197 pays. Et donc, ça demande des dispositions particulières à prendre. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait pour avoir l'adhésion de la population? Parce que ce que vous dites là, ça nécessite quand même qu'il y ait une adhésion populaire. Qu'est-ce qui est fait pour qu'il y ait cette adhésion populaire-là, pour accompagner cette organisation, pour accompagner les efforts déjà du ministère et du comité d'organisation? L'adhésion de la population, c'est la sensibilisation. C'est de communiquer donc, les enjeux de cette COP-là à la population. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait.
D'ici peu, vous allez voir que pratiquement tout Abidjan sera habillé. Il y aura la campagne de communication qui va accompagner cette Voilà, COP. sera habillé donc de la COP, des images donc, de la COP. Donc, c'est montrer à la population que ce n'est pas un événement banal et que ce qu'on organise a un impact véritable sur la population. Et justement, parlant d'impact, au sorti de cette rencontre, quel type de résultats concrets on devrait attendre pour la Côte d'Ivoire, plus précisément? Mais le résultat concret, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il va y avoir ce qu'on appelle l'initiative d'Abidjan, qu'on appelle aussi Abidjan Legacy Programme, qui va donc adresser toutes les questions. Et donc, toutes ces questions-là vont traiter de la restauration des terres. Parce que, convenez avec moi que les terres sont dégradées aujourd'hui. Ouais, parce que dans le temps, lorsque on est sur un hectare de terre et qu'on fait de la cacaoculture, mais quelquefois on fait des tonnages importants. Et c'est ça qui a valu donc la renommée donc, de nos paysans. Ouais. Mais aujourd'hui, vous allez faire par exemple 10 hectares, mais vous produisez la même quantité que sur un hectare, nos parents ont produit. Donc il y a des problèmes. Alors, il y a une perte de fertilité. il y a une perte de fertilité, ça c'est très bien, parce que je voulais attirer votre attention là-dessus et voir justement quelle est leur place. Oui, nos start-up, on a des jeunes qui sont inventifs, qui ont de bonnes idées, ils créent des choses. Aujourd'hui, quelle est leur place là, dans cette organisation? Est-ce que justement ils sont sollicités pour justement apporter leurs idées pour que la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne ait quand même sa petite participation? Sans mot à dire. Sans mot à dire. Ouais, justement, les start-up seront présents à cette COP. Et ils ont même une place importante, puisque le programme qui va être le programme de l'initiative d'Abidjan, en adressant en même temps les questions, va adresser les questions de transformation et d'économie circulaire. D'accord. À partir donc des dérivés de l'agriculture. Ouais. Voilà. Donc les start-up ont leur place donc, à cette COP, puisqu'ils vont partager leur expérience avec d'autres start-up qui viennent des autres pays. Monsieur le ministre, nous sommes en fin d'entretien. Pour revenir aux questions d'environnement et de développement durable, aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire peut être rassurée que de grands efforts sont faits pour que cette couverture-là de l'environnement, cette protection au niveau de l'environnement, soit une réalité? Pour terminer cette émission. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Je peux vous rassurer que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour adresser vraiment toutes les questions environnementales et permettre donc d'avoir un pays où il fait bon vivre, de par la qualité de l'air et la qualité du sol, la qualité des eaux. Parce que je ne vous ai pas dit, mais il faut savoir qu'on a aussi des programmes qui vont adresser la question de la pollution de nos eaux. Aujourd'hui, lorsque vous passez vers la lagune, mais, vous comprenez avec moi qu'il y a des odeurs donc, qui se dégagent. Il y a aussi des déchets aquatiques donc, qui sont sur la lagune. Ouais. Et tout ça, c'est des questions que nous sommes en train de regarder de près pour que des projets donc, adressent donc, la question. Voilà. Donc on a de l'espoir et on pense que la Côte d'Ivoire pourra donc faire quelque chose de bien au niveau de l'environnement. En tout cas, nos bonnes pensées vous accompagnent parce qu'il y va de nous-mêmes Une invitation dans la pour COP ça. bien-être. Alors, je rappelle que la Côte d'Ivoire, donc, monsieur le ministre, abrite du 9 au 20 mai 2022 la COP 15. Pourtant, je rappelle sur la désertification et la sécheresse, notre rôle, c'est de vous accompagner donc, dans votre communication. Et vous avez choisi également de communiquer sur les antennes de Live TV. Déjà, merci. Et en tout cas, vous pourrez être sûr de notre soutien, de notre accompagnement pour que cet événement de portée nationale et internationale puisse être une véritable cause, une véritable réussite, une véritable cause pour tous les Ivoiriens et au-delà, donc une véritable réussite. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été en notre compagnie ce soir. On aura d'autres occasions de vous recevoir certainement à quelques jours de cette COP-là pour rassurer Élisée Boloubeu sur le fait que tout est fin prêt. Moi, je crois en la force de la Côte d'Ivoire, je crois en la capacité de la Côte d'Ivoire de toujours élever son niveau devant les défis. Merci beaucoup, monsieur Boloubeu. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, à toutes vos équipes. C'est ici qu'on va marquer notre pied à terre pour ce rendez-vous entamé à 20h15. Élisée Boloubeu, André Boire et Yana Assi et toutes les équipes techniques se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Vous retrouvez juste après André Boire pour Immersion. Nous, c'est demain sur ce même plateau qu'on vous donne rendez-vous pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.